Bon, je voudrais premièrement remercier François-Marie de cette invitation. Je vais faire deux remarques liminaires. La première, c'est que le rapport de l'Académie est une autosaisine, comme on dirait dans d'autres cercles, c'est-à-dire que ce n'est pas une commande de qui que ce soit à part de l'Académie elle-même. C'est une surprise qu'on m'a faite quand je suis arrivé à l'Académie. Et donc, je remercie mes chers collègues d'avoir pensé à moi. La deuxième chose, je voudrais remercier Juliette Rocher qui a fait un travail remarquable, disons, en charge de tous les comités de l'Académie, et elle s'assure que le ton professionnel, lisible, la lisibilité et puis les reconnaissances sont dans l'ordre qu'on a aligné tous nos petits canards. Donc, je vais commencer par, si j'arrive à... il paraît que je sais me servir d'un spectro de masse, je devrais pouvoir me servir de ça quand même. Voilà, si je fais ça, alors... le pointeur, c'est celui-là. Il faut une formation pour ça. Tu viens de l'avoir. Donc, voilà. Donc, les objectifs du travail. Alors, merci à François-Marie pour avoir, disons, mis en place toutes les aspects de la géo-ingénierie climatique. Les objectifs du travail, c'est qu'ils sont de parler de modification du climat par les méthodes adéquates et dans la perspective que nous n'arrivions pas à remplir nos objectifs en matière de réduction, qu'allons-nous faire, puisque il n'est pas évident, je ne sais pas ce que vous en pensez, que nous arrivions à réduire les émissions au niveau mondial, de façon à revenir à des conditions qui sont souhaitables, disons. Alors, le dilemme existentiel qu'a déjà souligné François-Marie, c'est qu'il y a deux risques qui sont complètement opposés. Le premier est que si on représente la géo-ingénierie comme une alternative à la réduction, eh bien, on est mal parti pour les réductions. Les gens vont dire, je reprends ma voiture, je reprends l'avion, je vais en vacances en Thaïlande, et on fera un petit peu plus de pompage de CO2 dans l'océan, dans les plantes, dans ce... Mais si par contre nous ne faisons rien, comme le proposent certains, et ils ont des arguments sérieux, hein, si les objectifs de réduction ne sont pas atteints, on va nous reprocher, nos enfants, pour moi c'est plutôt les petits-enfants ou les petits-petits-enfants, vont nous reprocher, mais vous aviez la possibilité de quelque chose, c'est le désastre aujourd'hui, et vous n'avez rien fait. Donc vous êtes en face de cette alternative, et ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une position raisonnable, avec un risque de se tromper. Le risque de se tromper, il est très net. Il faut le délimiter, il faut le décrire, etc. Voilà. Alors, un deuxième point que je veux souligner, c'est qu'il y a une ambiguïté, on en a déjà parlé, une ambiguïté problématique. Chaque fois qu'on voit des attaques contre la géo-ingénierie, ce sont toujours des attaques contre le SRM, comme la limitation du rayonnement en mettant des choses diverses dans l'atmosphère. Et ça, il y a d'autres techniques. Alors, on ne sait pas si les techniques alternatives seraient suffisantes, mais on va quand même essayer de les examiner pour peser le pour et le contre en fonction des critères scientifiques, mais aussi des critères économiques, des critères éthiques et des critères politiques, hein, des critères géopolitiques. Donc, voilà, je vais essayer de... Non, oui, on va y arriver ici.
Alors, c'est un exercice qui est particulièrement difficile. On a la Bible qui est le rapport du GIEC. D'accord ? C'est la référence parce que l'Académie, avec une dizaine ou une quinzaine de personnes, ne va pas se substituer à quelques centaines ou même peut-être quelques milliers d'experts qui ont dédié leur vie à ces problèmes. Et on ne va pas dire « Ah oui, mais ils sont bien gentils, les gens du GIEC, mais nous, on va vous dire ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on va lire ces rapports. Il y a les rapports du GIEC, il y a les rapports sur la forêt qu'il faut absolument, je vous incite à lire ce magnifique rapport sur la forêt qui a été fait par l'Académie. Je n'y ai pas participé, hein, mais qui va nous donner un certain nombre de choses qu'on pourrait discuter par rapport, en regard de ce qu'a dit François-Marie tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de rapports, le nouveau rapport de l'Europe sur le SRM, etc., etc. Alors, ces rapports, malheureusement, sont en général trop techniques. Si vous donnez le rapport du GIEC au maire de Palavas-les-Flots, je ne sais pas ce qu'il va en tirer. Ce n'est pas utile pour lui parce qu'il ne pourra pas le lire. Même les recommandations aux décideurs, il y en a, je ne sais pas, quelques dizaines ou quelques centaines, écrites de façon très précise, dans un langage qui est assez hermétique. Je vous signale, par exemple, j'aimerais bien qu'on m'explique le terme d'émission négative, c'est le plus bel oxymore qui ait jamais été trouvé. Non, mais bon, il faut quand même... Alors, c'est joli, ces mots, c'est des gros bonbons qu'on a dans la bouche, mais c'est pas ça qu'attendent les gens. Les gens, ils attendent d'avoir des instructions qui soient lisibles par tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est quelqu'un qui a le bac, quelqu'un qui a peut-être une licence de quelque chose, quelqu'un qui a dirigé une entreprise. Alors, il faut que le maire, il faut que le PDG d'une petite entreprise, etc., soit capable de le lire. Je vais être pas très gentil, je veux dire, même certains conseillers du ministère, faudrait peut-être leur expliquer les choses plus clairement. Donc, il va nous falloir améliorer la qualité de la communication. La hiérarchisation des fonctions. Hein, il ne s'agit pas de dire il faut pédaler pour monter la côte du Puy-de-Dôme plutôt que de monter en voiture. C'est très bien, il faut le faire. Il faut le faire. Mais est-ce que c'est ça qui va sauver le climat? Si dans 10 ans, nous disons aux gens ben, vous avez pédalé pendant 10 ans, désolé, la température continue à monter, on ne va pas être très bien. Hein, la parole scientifique sera perdue si ce que nous faisons n'est pas efficace. Et ça, c'est un devoir que nous avons par rapport à toute notre... Alors, le message dominant selon lequel il faut tout faire et tout de suite empêche de distinguer les priorités stratégiques. Et ça, c'est un gros problème à l'avis d'un certain nombre d'entre nous là-dessus. La troisième chose, c'est l'aspect éducation. Il ne faut, disons, remplacer l'aspect purement narratif, c'est-à-dire des règles de comportement qui sont bonnes intrinsèquement, mais qui ne sont pas réfléchies. On vous dit, ben, il faut éteindre la lumière en sortant de la pièce. Voilà, c'est bien, il faut le faire. Mais est-ce qu'on vous explique pourquoi? On pourrait dire les ampoules au plafond elles contribuent au chauffage, donc il faut réfléchir à ce genre de choses. Donc il faut jouer sur l'enseignement de la science qui est associé à notre environnement. Voilà. Est-ce que je vais arriver à le faire? Alors, quelques indications. Nous avons exploré un certain nombre de méthodes, et sous des aspects divers, il y a des incertitudes. Les incertitudes, des fois, sont liées à des paramètres que nous ne contrôlons pas. Hein. Il y a des incertitudes connues, on peut dire, par exemple, la dimension de l'Atlantique, c'est tant de kilomètres, plus ou moins tant, mais il y a des paramètres cachés que nous ne connaissons pas. Et on va l'avouer, dans les modèles de climat, vous savez bien qu'il y a des choses auxquelles on peut attribuer
des incertitudes. Il y a d'autres choses qui sont, comme disent les scientifiques dans leur jargon, qui sont paramétrées, c'est-à-dire qu'on va bouger les paramètres pour que ça donne un résultat. Donc on a des incertitudes et il faut être honnête vis-à-vis de ça. Si on triche avec les paramètres, nous le paierons plus tard et nous le paierons extrêmement cher. Voilà, alors donc il faut contrôler dans ce que nous allons dire, quelles sont faire une hiérarchie en fonction de l'efficacité, en fonction des coûts, c'est-à-dire monsieur le maire de Palavas-des-Flots, il veut savoir s'il va engager 2%, 20% ou 80% de son budget. S'il a une action, il faut être clair, il faut savoir ce que cela va coûter, est-ce qu'on peut le faire. Il faut savoir combien, si on veut guérir une maladie, j'allais dire environnementale, est-ce qu'on ne va pas en créer une autre? Est-ce qu'on va pas... Il y a tout un tas de choses qu'il nous faut hiérarchiser. Lister les dangers, donner des coûts, donner des pétagrammes, ça ne dit rien. Il faut savoir dans quel cadre on remet ces estimations pour pouvoir les hiérarchiser et pour pouvoir jouer là où c'est important. Alors, on va rédiger un rapport qui sera, je ne veux quand même pas vous donner le rapport à vous en priorité, sinon Madame la Présidente de l'Académie ne serait pas contente, mais on va essayer de rédiger un rapport avec ses priorités, rédigé dans un langage qui soit compréhensible par une bonne majorité des gens qui ont affaire à ces choses-là. Et il faut qu'on se dirige vers des choix. Et on sera obligé de faire des choix. On ne pourra pas jouer sur tous les boutons en même temps. Ce n'est pas possible, ni économiquement, ni éthiquement, ni etc. Ce n'est pas une chose qui... Et puis, tenir compte, pas refaire l'expérience du Covid, où on vote comme ça, dans un comité un peu hétérogène choisi, on ne sait pas trop comment, pour savoir s'il faut faire A ou B. On ne vote pas en science. On essaye de faire... On est en train de de proposer des solutions en étant bien conscient que nous pouvons faire des erreurs, des estimations qui soient incertaines. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Voilà. Alors, les objectifs du travail il y a des priorités qui sont la nécessité d'une réduction massive des émissions à la source, accompagnée d'un renforcement des efforts d'adaptation. On sait que la mer va monter. On peut dire, ah mais non, il faut arrêter d'émettre du CO2. Mais la mer va monter quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter? Comme dit Jean Jouzel, on est au bord de la falaise, là. On est près du précipice. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter de tomber dedans dans l'immédiat? C'est des choses qui sont importantes. Alors, il faut faire une évaluation rigoureuse et transparente des technologies et il faut renforcer le débat public et la formation scientifique pour éviter les effets de manche, les décisions qui soient trop hâtives et qui soient dictées par l'urgence plutôt que par la réflexion. Alors, on a audité, on a écouté un certain nombre de gens. Ça a été absolument remarquable, la séquence des interventions qui sont là. Vous voyez, on a pris des gens qui représentent un spectre assez complet. Prenez Jean Jouzel ou Valérie Masson-Delmotte. Voilà, ce n'est pas la même opinion, par exemple, sur tous les problèmes que Philippe Sier ou Olivier Boucher, etc. Il y a une gamme. Et il ne s'agit pas de nier ou de dire celui-là il a raison, celui-là il a tort. On sait très bien qu'il y en a un qui a probablement raison, mais c'est pas sûr. Et l'autre, on voudrait voir un petit peu plus près ce qui se passe. Alors, je vais reprendre rapidement les méthodes qu'on a regardées. Le SRM. Le SRM, alors là, c'est l'unanimité contre. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas de discussion dans le comité sur le fait que le SRM, ça va nous amener... Alors, les problèmes qu'il y a,
c'est le choc, le choc terminal, c'est-à-dire si on met la responsabilité sur les épaules des jeunes générations de continuer à faire cette espèce à mettre du masque 50 là quand on est au soleil. Hein. Ça, moi, j'appellerais plutôt ça le chaos climatique, parce qu'il y en a qui vont faire plus, il y en a d'autres qui vont faire moins, il y en a qui vont, on va partir dans toutes les directions. Si vous réchauffez l'hémisphère sud plus fort que l'hémisphère nord, il va y avoir des problèmes, vous allez déplacer l'équateur météorologique, etc., etc. Voilà. Et puis, il y a le problème qui est important, la nécessité d'un gouvernement global, parce que l'atmosphère, une chose qu'on oublie souvent, elle ne connaît pas de frontières. Il n'y a pas de mur dans l'atmosphère qui empêche, qui garde le CO2 au-dessus du territoire national. Il faut quand même regarder les choses en face. Donc c'est une chose. Alors une autre méthode qui est très importante, qui est la fertilisation de l'océan, vous mettez du fer, comme tu l'as dit là tout à l'heure, vous mettez du fer dans l'océan, l'expérience de John Martin en 1973, si mes souvenirs sont bons, et le fer, bien sûr, c'est un nutriment, il déclenche un bloom algaire, qui va être extrêmement efficace. Moralité, c'est bien, ça va consommer du CO2, mais ça va faire disparaître tous les phosphates, tous les nitrates, etc. Et les réseaux trophiques risquent de s'effondrer de façon spectaculaire. Alors après, il nous reste tout un tas de méthodes de capture du CO2 dans l'océan, ce qu'on appelle parfois le carbone bleu, les algues, les choses comme ça. Et puis d'autres choses comme l'alcalinisation de l'océan qu'on peut faire sur le continent ou qu'on peut faire dans la mer. Hein. Il y a, alors je ne mentionnerai pas, je vais suivre ce que tu as dit, je ne mentionnerai pas la capture à la sortie des usines, on peut dire que c'est du géo-ingénierie, mais pour moi c'est de la bonne ingénierie, hein, tout simplement. Et tout un tas d'autres problèmes. La reforestation, alors je vous rappelle quand même qu'une forêt, refaire, comme il a été suggéré, planter uniquement des sapins sur des centaines de kilomètres carrés, comme on dit en Lorraine, ça ne va pas y faire. Ça ne va pas y faire parce que, en fait, un sol, une forêt, c'est tout un tas d'espèces, c'est du sol, c'est un biotope qui est complexe. Et ça, ce n'est pas 20 ans pour faire pousser un peuplier. C'est 150 ans ou 200 ans pour refaire un biotope complet. Donc on est en train de détruire un trésor actuellement qui est absolument inestimable et on mettra du temps pour le reconstruire. Bon, alors il y a tout un tas de choses, le contrôle de l'alcalinité, le contrôle de l'acidité de l'océan profond, etc., etc. Ce sont des choses que nous avons examinées. Alors, une question ne fait pas consensus, et ça, il faut que vous le sachiez, il faut qu'on le dise. Autant le SRM est une chose qui paraît, disons, un petit peu un problème, autant l'existence d'une recherche là-dessus, cette recherche pourrait à elle-même valider de façon prématurée, mais ça ne marche pas. C'est une chose qui n'a pas un accord total. Hein. Alors, et puis la deuxième chose, la géo-ingénierie n'est pas le SRM. Ça, c'est une chose qu'il faut répéter sans arrêt, sans arrêt. Il suffit de regarder les journaux autour de nous. La géo-ingénierie ne se réduit pas au SRM. Alors, nous avons fait ce rapport et nous remettrons la mer au centre disons, de notre intérêt en organisant au mois d'octobre une journée à Ifremer sur les problèmes de géo-ingénierie à la mer, qui est une chose extrêmement importante. Je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Voilà, je vous remercie.